Salut Clément. Salut Antoine. Tu es avec moi aujourd'hui pour présenter Lilo. Ouais, tout à fait. Le moteur de recherche alternatif, social et écologie. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ouais, donc moi c'est Clément Levras, donc je suis ingénieur de formation et j'ai lancé Lilo à la sortie de mes études, après avoir travaillé notamment un an en ONG à Madagascar. Et j'ai lancé Lilo avec mon associé Marc Osser. Maintenant, on a lancé Lilo en version publique il y a un peu plus d'un an. Donc Lilo, c'est un moteur de recherche dont le but est de financer des projets socio-environnementaux. Et le principe est assez simple. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les moteurs de recherche génèrent beaucoup d'argent grâce aux liens commerciaux. En fait, ces petits liens qui sont en haut des recherches. Et ça génère à peu près 30 € par an par utilisateur. C'est-à-dire que toi, quand tu utilises ton moteur de recherche, donc que ce soit Google, Yahoo, Bing, enfin celui que tu utilises en tout cas au quotidien, ça va générer en moyenne 30 €. Et du coup, nous, on est parti un peu de ce constat et on s'est dit, pourquoi pas donner à l'utilisateur la possibilité de récupérer une partie de cet argent et de pouvoir le redistribuer à des projets qui ont besoin d'argent et aussi besoin de visibilité et qui ont un impact positif dans le domaine du social, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Lilo. Qu'est-ce qui t'a donné la motivation de cette redistribution? Qu'est-ce qui t'a donné envie de redonner un peu ce pouvoir à l'utilisateur? Ouais, vaste question, hein. Vaste question, mais en quelques mots, en fait, c'est exactement. J'aime bien ta formulation, donner le pouvoir à l'utilisateur. C'est exactement ça qu'on essaye de. Ouais, exactement. C'est exactement ça qu'on essaye de faire, c'est rendre le pouvoir à l'utilisateur. Alors, moi, à titre personnel, ce qui m'a donné de me lancer là-dedans, c'est quand j'étais à Madagascar, j'ai un peu découvert l'entrepreneuriat social, et c'est un peu l'entrepreneuriat social pour moi, c'était un peu prendre la finalité d'une ONG, sociale ou environnementale, et prendre aussi la pérennité économique d'une entreprise. Et c'est réussir de mêler les deux pour donner du sens un peu à l'économie. Et quand je suis rentré après, donc je voulais lancer ma boîte dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat social. Et pourquoi le moteur de recherche? D'abord, en fait, c'était sur Internet. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sociaux et je me suis dit, mais c'est quand même dommage que tous ces projets, moi je les connaissais pas avant. Et je me suis dit, ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage que j'en ai pas entendu parler avant. Des projets géniaux. Je suis aussi allé au Cambodge. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs sociaux là-bas. Et je me suis dit, c'est vraiment des solutions hyper concrètes et vraiment pérennes. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et comment? En plus du moteur de recherche, c'est un peu une vitrine en quelque sorte. Ouais, voilà, exactement. Et je me suis dit, comment faire? Et j'ai rencontré Marc qui, lui, pareil, était un peu en quête de sens, un peu plus âgé que moi, aussi ingénieur. Moi, j'ai 26, lui, il a 32. Et il avait monté une boîte dans la régie publicitaire sur Internet. Donc, pareil, un peu lourdingue. Il en avait un peu marre en termes voilà, c'est pas beaucoup de sens, mais il voulait rapporter ça. Et puis, on a un peu partagé nos idées et on s'est dit, voilà, et ce moteur de recherche, l'idée est venue un peu comme ça, en se disant, qu'est-ce qui a le plus de visibilité et qu'est-ce qui a vraiment, et c'est ce qui génère le plus d'argent aussi. Et c'est comme ça qu'on a un peu arrivé à cette idée-là. Ok. Et alors, les projets, vous les choisissez comment? Alors les projets, au tout début, en fait, nous, l'idée c'était de pas mettre trop de projets parce qu'on veut que les projets soient financés. Si tu veux, on veut que les projets aient quand même une bonne visibilité. On veut pas diluer par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc au début, on a mis une petite dizaine de projets. Des projets qui nous tenaient un peu à cœur et qu'on connaissait. Et aujourd'hui, évidemment, comme on grossit, on a cet enjeu-là de faire ce choix de projet. Alors, la première chose, c'est qu'on veut donner le pouvoir à l'utilisateur au maximum. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et pour que l'intelligence collective fonctionne, il faut lui donner un cadre. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait un système de gouttes d'eau où, quand l'utilisateur fait ses recherches, il va gagner à chaque recherche une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, ça représente l'argent qu'il a généré par sa recherche. Donc, il gagne cette goutte d'eau. Et donc, tu fais tes recherches sur Lilo. Par exemple, tu fais tes recherches au quotidien. Hein, ça s'utilise comme un Google ou un Yahoo. C'est vraiment la même utilisation. Et tu as gagné, par exemple, 100 gouttes d'eau à la fin de la semaine. Et là, on a développé une plateforme où tu vas pouvoir donner en fait tes 100 gouttes d'eau au projet de ton choix. Donc là, en fait, c'est toi qui vas choisir déjà les projets parmi les projets qui te sont proposés. Il y a vraiment le choix. Donc ça, exactement. Donc c'est toi qui vas choisir, ton projet. Et nous ensuite, on transforme les gouttes d'eau en argent en fonction de l'argent que tu génères. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, évidemment, tu as un choix de projets limité. Donc aujourd'hui, on en a 35. Et donc, comment on fait pour sourcer ces projets? Donc là, c'est un process en 3 étapes. La première étape, c'est nous, on fait une première étape de validation où, en gros, on regarde est-ce que le projet rentre un peu dans les critères d'impact social ou environnemental
ou santé ou éducation. Donc il faut vraiment que le projet ait un impact, si tu veux, concret. Il faut qu'il puisse démontrer un impact. On finance pas non plus l'idée, donc c'est un peu différent du crowdfunding parce que nous, le projet a pour vocation de durer et aussi et c'est important pour les utilisateurs que l'impact déjà soit déjà existant. Parce que faut qu'il y ait quelque chose de concret, parce que souvent quand tu as des idées, après tu as du pivot, etc. Donc c'est important pour les gens qui donnent leur goutte d'eau, que ce soit vraiment quelque chose déjà concret. Et aussi qu'il y ait un projet qui est déjà fédéré une certaine communauté. Ça nous assure aussi du sérieux du projet, ça nous assure qu'on va pas financer des projets qui finalement font pas forcément ce qu'ils disent. Donc ça c'est très important. Mais toujours avec une idée de communauté, donc un peu une intelligence collective quand même. Exactement. Et ensuite, on a créé une deuxième plateforme qui est une plateforme en fait entre guillemets de sélection où en fait ça va être vraiment les utilisateurs qui vont pouvoir sélectionner les projets. Et puis une fois par semaine, le projet qui a le plus de soutien va passer sur la plateforme des gouttes d'eau. Voilà, c'est un peu donc c'est un peu en 3 étapes et même une fois qu'il y a les gouttes d'eau, les utilisateurs peuvent toujours choisir. Nous, on respecte tout à fait le choix des gens dans des gouttes d'eau. Le moteur de recherche, concrètement, est-ce qu'il marche bien? La question se pose parce qu'on connaît plein de moteurs de recherche comme DuckDuckGo ou je ne sais quoi qui ne donnent pas les mêmes résultats que Google. Il y a un côté un peu frustrant. Exactement. Alors ça, c'est la question centrale. Je veux dire, il faut absolument que le moteur de recherche soit pertinent parce que justement, nous, notre idée, c'est de pouvoir l'utiliser quand même quotidiennement pour que l'impact soit important. Parce que si tu fais des recherches une fois par mois sur l'IO ou 2 fois, ça n'a pas forcément de sens. Donc pour faire ça, en gros, on a en fait fait une technologie de ce qu'on appelle de métamoteur, mais ce qui est un peu pareil que aussi DuckDuckGo, les moteurs de recherche qui existent un peu aussi dans alternatif, fonctionnent un peu sur ce même principe. Donc c'est un principe qui est assez simple, c'est que nous on n'a pas nos algorithmes. On n'a pas nos algorithmes propres, mais on a en fait développé une technologie de métamoteur. En fait, quand l'utilisateur va faire une recherche sur ILO, nous on va interroger différents algorithmes, donc Google et Weaving, et on va renvoyer ces résultats-là. Donc en fait, on a globalement les mêmes résultats que sur les grands moteurs de recherche, donc ce qui assure une pertinence. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on a aussi un petit bouton Google ou Bing pour passer rapidement et pouvoir comparer les résultats. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce dont on ne s'est pas forcément rendu compte quand on a lancé Lilo, c'est que si tu veux, la question de pertinence peut être à la fois quelque chose de très objectif, mais quelque chose aussi de très subjectif. Quand tu cherches, par exemple, une information, tu cherches, je sais pas, quand a été créé quand il y a telle découverte scientifique, à telle date, etc. Ça, c'est une question, tu n'as qu'une seule réponse. Donc ça, c'est facile. Tu as la réponse ou tu n'as pas la réponse. Par contre, quand tu regardes, je sais pas, tu cherches des questions... je sais pas, sur des choses beaucoup plus subjectives. Questions de santé, exactement. Des questions d'actualité, des questions de politique, exactement. Et ben là, tout de suite, en fait, les résultats, la pertinence, il y a une vraie question de subjectivité. Donc là, il n'y a pas forcément en fait de pertinence, de meilleure pertinence ou pas. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est ce qu'on a observé, c'est qu'il y a un frein psychologique, en fait, où parfois, effectivement, tu vas pas forcément trouver quand tu es par exemple sur Google, parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens utilisent Google, et que tu ne trouves pas tes résultats, tu vas te dire, tu vas pas te dire Google est mauvais. Non. Tu vas te dire soit ma recherche est pas bonne, mes mots-clés sont pas bons, soit tout simplement l'information n'existe pas. Donc tu vas te dire ça. Par contre, si tu as un autre moteur de recherche, la première chose qui va te venir en tête, c'est pas forcément que ta recherche est mauvaise ou que le résultat n'existe pas, c'est tu vas te dire est-ce que le moteur de recherche m'a donné vraiment tous les résultats. Et nous en fait on observe, c'est amusant quand les gens arrivent sur Lilo, on observe pendant 2 semaines, 1 ou 2 semaines, en fait les gens vont beaucoup cliquer justement sur le petit onglet Google pour aller comparer et petit à petit en fait ils vont le faire de moins en moins parce qu'en fait psychologiquement tu vas avoir je peux témoigner, je l'ai vécu. Voilà. Et depuis un moment maintenant. Ah oui c'est vrai, d'accord, et du coup j'ai gardé Lilo. Super. Déjà par principe, je teste toujours sur une certaine période et puis en plus je me suis retrouvé avec Lilo sans aucun problème. J'ai vraiment été satisfait des pertinences. Bon ça c'est super. Écoute, ça fait plaisir. Je peux témoigner de cette expérience. Mais nous on l'a vécu aussi en tant que, parce qu'évidemment nous on utilise Lilo et on l'a vécu aussi, et donc c'est vrai que voilà, donc nous ensuite on essaie de commencer à avoir une certaine intelligence pour voir sur certaines requêtes quel type d'algorithme on va mettre ou pas. Enfin voilà, ça c'est.
Et du coup, en termes de droit, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des algorithmes qui sont publics de Google que vous exploitez? Est-ce que vous exploitez des résultats de recherche? Il y a une recherche au préalable? Comment ça marche? Alors, au niveau du coup, comment ça marche effectivement légalement derrière, en fait, on a tout simplement des contrats commerciaux avec ces moteurs de recherche. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va payer en fait l'algorithme. Donc, par exemple, sur les 30 € dont je te parlais au début, par utilisateur, nous, on va pas être aujourd'hui sur Lilo, ça va pas être du 30 €, ça va être moins, mais on va quand même être sur des montants générés quand même très intéressants. En gros, et on va fonctionner souvent sur un modèle de revenu cher, c'est-à-dire que on utilise les algorithmes, et on fait un partage de revenus, en gros, sur les revenus chers des publicités affichées. Voilà. Et en fait, si tu veux, ça intéresse ces moteurs de recherche. Pourquoi ? Parce que quand tu développes un algorithme de moteur de recherche, c'est quelque chose qui nécessite des coûts fixes énormes, des investissements, de R&D, de serveurs, etc. Donc si t'as plus t'as d'utilisateurs et plus c'est intéressant. Et du coup, effectivement, nous on apporte quand même, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus t'as de gens qui vont utiliser Lilo, et en fait plus ça va être intéressant pour ces moteurs de recherche de travailler avec nous, parce que ça veut dire que aujourd'hui, il y a un vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, entre guillemets, des gens, des utilisateurs d'Internet, d'avoir plus d'éthique. Je pense qu'aujourd'hui, des moteurs de recherche géants comme Google, Yahoo, Bing se disent finalement, est-ce que c'est une niche ? Enfin, est-ce que c'est une niche ou pas ? Enfin, ils se posent peut-être la question, ou peut-être qu'ils y répondent en se disant c'est une niche, ça intéresse que certaines personnes, et du coup, c'est pas forcément intéressant, ce marché est pas forcément intéressant. Or, justement, c'est là où c'est vraiment intéressant aussi. En tant que Lilo, c'est une aventure un peu humaine qui est hyper intéressante, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est un peu, voilà, c'est ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire c'est pas possible, mais en même temps, ça devient possible seulement s'il y a vraiment, si les gens se disent que c'est possible en fait. Ça pose un peu la question de savoir si Google est vraiment éthique, pas éthique. Est-ce qu'il se pose la question on pose un peu cette question-là en quelque sorte. Bien sûr. Bah ça après Google effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de ces grands moteurs de recherche, sur la collecte de données, sur bon, ça c'est sur effectivement. Nous aussi, on a effectivement des actions sur la vie privée. Alors, on fait, en gros, on va pas aussi loin que par exemple ce qui est possible de faire, par exemple avec des logiciels comme Tor. Donc voilà, s'il y a des gens qui regardent cette interview et qui se disent comment je peux faire pour protéger à fond ma vie privée, moi je leur dirais allez par exemple sur Tor. Ça c'est vraiment des solutions. Nous on va pas jusque là. Par contre on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire dans la légalité. Et on a aussi cette notion de transparence et aussi de pédagogie. C'est-à-dire que nous notre vision pour la vie privée mais aussi pour l'argent généré, c'est de dire bah voilà, on va essayer de vous expliquer un peu mieux comment ça marche. On va essayer de casser certains mythes. Et on va essayer de vous apporter des outils pour vous dire bah voilà vos droits aujourd'hui, voilà ce que vous pouvez faire. Et nous, on met en place des mesures très très concrètes. D'ailleurs, il y a certaines choses qu'on fait que personne ne fait, comme par exemple, on essaye de lutter contre le tracking publicitaire ou d'apporter des outils pour remettre en place certaines directives qui sont donc en fait on dit voilà vous avez des droits. Et ça, on essaie de le faire. Et du coup, pas de pub Amazon dans la boîte Gmail après passer sur Lilo. Bah voilà. Après, c'est après, par contre, quand t'es sur du Gmail, effectivement, donc Google va, par exemple, récupérer ces données et puis voir si t'es intéressé et te donner des pubs à Amazon. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le tracking. Effectivement, on essaye de permettre aux utilisateurs de lutter contre le tracking. Donc, notamment, ça peut être effectivement ça. Ça peut être effectivement se désinscrire, notamment des régies publicitaires. Et alors, au niveau des données personnelles, l'utilisation, quelle est-elle au final ? Si on sort de ce cadre un peu commercial, quelle va être l'utilisation de données personnelles si c'est pas commercial ? Tu veux dire sur Lilo ? Ouais, c'est statistique, c'est quoi ? Alors nous sur Lilo, déjà la première chose qu'on fait, c'est qu'on a un outil statistique qui est un outil open source et on respecte. On est allé assez loin là-dedans. On essaie de vraiment respecter toutes les règles de la CNIL sur justement, sur les cookies, sur tout ça. Donc voilà, exactement, sur la sauvegarde temporaire des données, etc. Donc là-dessus, on va assez loin et c'est parfois très contraignant parce que justement, parfois on n'a pas accès à de l'information.
on aimerait bien avoir accès même pour améliorer notre produit. Mais voilà, c'est vraiment une dualité. Donc évidemment, on n'utilise pas Analytics, Google Analytics, on utilise cet outil open source. Enfin voilà, il y a ces actions-là. Après nous, effectivement, donc pour le moment, on collecte pas du tout les données. Demain, on pourrait les collecter, mais de toute façon, ça serait complètement anonymisé et ça serait effectivement pour des statistiques tout simplement, pour avoir des statistiques, par exemple, si on veut améliorer la pertinence sur certains résultats de recherche, voilà. Donc c'est vraiment sur ça qu'on travaille sur ces données statistiques. Et donc il y a tout cet aspect vie privée, mais il y a aussi tout l'aspect en fait finalement revenu. Et ça c'est du même ordre, voire presque plus important, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est tu as un outil qui génère énormément d'argent. Donc cet outil évidemment apporte un service et je pense que ce service, tout le monde est content d'avoir accès à l'information. Donc ce qu'a fait Google en termes d'algorithmique, moi je pense que c'est quelque chose de très bien et je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir accès à ce genre d'outils-là. Après effectivement, quand ça génère autant d'argent et que cet argent est concentré dans un système d'actionnariat, nous ce qu'on essaie de dire, voilà, on essaie d'apporter et dire est-ce que finalement il n'y a pas un modèle un peu plus sain? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de répartir? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de répartir et si tu veux de donner un peu parce que quand tu as aujourd'hui Google a une certaine vision de l'avenir, les gens qui sont mais je suis pas là pour dire c'est une bonne vision ou c'est une mauvaise vision. Par contre, s'il faut se dire c'est est-ce que finalement c'est à quelques-uns de décider ou est-ce qu'il n'y a pas même pour une entreprise comme Google, est-ce que c'est pas plus sain pour une entreprise comme Google de se dire finalement je vais rendre un peu aussi le pouvoir des gens de décider un petit peu vers où va cet argent, tu vois. Est-ce qu'on veut développer je sais pas des voitures qui roulent toutes seules? Est-ce qu'on veut développer des puces qui vont nous permettre qu'on va nous mettre qui permettent de traquer, etc. Mais après voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, on peut faire de la critique. Je suis même pas sur cette discussion-là, je suis sur la discussion, est-ce que finalement, c'est pas aux gens, en tout cas en partie, aux utilisateurs de décider et d'impliquer les utilisateurs. Voilà, nous, c'est en tout cas cette vision-là qu'on a et on espère qu'on va réussir à la partager avec le maximum de personnes. Alors, il y a deux aspects à Lilo, il y a l'aspect moteur de recherche, l'aspect vitrine, avec la répartition des gouttes. Comment ça se passe en tant qu'utilisateur? Alors quand tu es utilisateur de Lilo, en gros tu as ce système des gouttes d'eau effectivement où tu vas gagner une goutte d'eau. Alors cette goutte d'eau, ça représente l'argent que tu as généré. Alors nous au niveau du business model, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sur 100% des revenus qu'on touche, on va donner 50% au projet en fonction de ta répartition des gouttes d'eau. On affecte 5% à la compensation carbone parce que en gros quand tu fais des recherches donc ça génère ça demande de l'énergie donc ça génère un certain montant de carbone. Donc voilà, nous alors après on essaye aussi d'avoir des serveurs nous chez Lilo en alimentation énergie renouvelable, donc on avait ça pendant un temps, on a dû arrêter parce que notre prestataire a arrêté, mais on va essayer de redémarrer là-dessus. Voilà, on va essayer d'avoir des actions de ce côté-là et donc tu as ce système de gouttes d'eau et en fait les 45% restants, en gros, vont pour développer le service. Et pour donner une idée, c'est à peu près 20% communication et 25% pour tout le reste. Voilà, c'est un peu une idée de la répartition. En gros, une fois que tu as ces gouttes d'eau, tu vas pouvoir arriver sur une plateforme où tu vas pouvoir choisir tes projets. Et ça, c'est vrai que cette plateforme, c'était important pour nous. On l'a vraiment développé en propre parce qu'il y a une vraie vision derrière aussi. C'est cette vision de se dire, quand tu utilises Lilo, tu l'utilises pas que pour avoir un nouveau moteur de recherche, tu l'utilises aussi parce que évidemment tu es dans une démarche où tu dis il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des enjeux socio-environnementaux, mais moi tout seul je peux pas forcément. La plupart des gens aujourd'hui, on a notre travail, on a nos, on a aussi nos contraintes. On a nos contraintes et on peut avoir ce premier. C'est un outil vraiment embarqué et on peut avoir cet impact, commencer à avoir de l'impact. Et le fait aussi, surtout, de découvrir tous ces projets. Moi, en fait, c'était aussi pour ça que j'ai eu envie de lancer Lilo parce que, à titre très personnel, quand j'ai commencé à découvrir ces projets, je l'ai fait parce que j'ai eu cette démarche personnelle d'aller les voir, etc. Mais je comprends que j'avais envie de faciliter cette démarche
pour le maximum de personnes. Et comme aujourd'hui tout le monde utilise des moteurs de recherche, je me dis c'est une belle visibilité, une belle vitrine. Et ce qu'on veut créer, c'est vraiment un lien entre les utilisateurs. Plus que découvrir les projets, c'est de créer un lien entre ces internautes et ces projets. Donc là, on a plein d'actions en cours de développement où les projets vont pouvoir poster des actualités. On va pouvoir créer un vrai lien en fait et créer des vraies synergies. Donc ça, c'est pour que tes gouttes d'eau, en fait, tu aies vraiment l'impression qu'il y a vraiment un impact concret derrière. Alors, 2 questions sur les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, comment est-ce qu'on les récupère? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est une goutte d'eau par recherche? Comment ça marche? C'est ça, exactement. En fait, on reste sur un système très simple aujourd'hui. C'est une goutte d'eau, une recherche. Donc, quelle que soit ta recherche, tu vas toujours gagner une goutte d'eau. Ensuite, comment on fait pour calculer? Ensuite, on attribue une valeur à cette goutte d'eau. Donc, comment on la calcule? C'est simplement on regarde les revenus qu'on a générés pendant le mois et on dit 50% de ces revenus. On regarde la somme des gouttes d'eau générées, la somme des revenus générés. Donc, l'intégralité de ces 50% voilà, est distribuée en gouttes d'eau. Exactement, c'est ça. Voilà. Et après, l'utilisateur est 100% libre de choisir. Exactement. Tu peux aussi garder tes gouttes d'eau si tu as envie, si tu n'as pas de projet pour le moment qui te plaise. Tu peux aussi aller proposer des projets si tu as envie d'avoir un certain projet. On a essayé d'inclure au maximum les utilisateurs dans ce process-là. Donc ces gouttes d'eau, c'est une sorte de monnaie virtuelle que tu peux utiliser sur l'îlot. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et alors, si on est un organisme un peu dans le social ou dans l'écologie, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre l'îlot? Alors, pour rejoindre l'îlot, c'est relativement simple. Il faut aller sur le site lilo.org. Là, on va voir dans les projets. On a un petit formulaire pour proposer son projet. Là, on va pouvoir avoir une petite fiche qu'on va remplir. Où on va décrire quel est son impact, décrire un peu l'équipe, le projet. Évidemment, une fiche assez classique. Nous, ensuite, on va récupérer cette fiche, on va la traiter, on va regarder si ça correspond ou pas à nos critères de validation, qui sont les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, mais qui sont affichés sur le site aussi. Et ensuite, on fait go, no go. Donc, si le projet est validé, tu vas pouvoir créer ta fiche sur l'îlot et là, tu vas pouvoir commencer à fédérer ta communauté. Tu vas arriver sur cet espace de sélection où tu vas pouvoir fédérer vraiment ta communauté. Puis, si tu fédères suffisamment de personnes, tu vas pouvoir passer ensuite sur l'îlot pour distribuer, pour gagner les gouttes d'eau auprès de toute la communauté, être visible auprès de tout le monde. Donc alors l'îlot, il y a toi, ton collègue que tu évoquais plus tôt. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors aujourd'hui, on est 3 à plein temps, donc on reste une toute petite équipe. On a aussi on a pas mal de freelances qui nous aident, qui interviennent. Donc on a un graphiste, on a des développeurs. On a aussi quelqu'un qui nous aide à développer sur le marché américain. On avait une personne aussi sur le marché espagnol. Donc en équivalent plein temps, je veux dire, on doit être entre 4,5 et 5 sur l'îlot. Donc voilà, ça reste pour le moment une petite équipe, mais voilà un peu le noyau l'îlot.